Nous sommes le 27 octobre, il est à peu près 10h40 du soir, et j'ai décidé de faire une vidéo dans le cadre de mon travail. Je suis philosophe, c'est ainsi que je me définis pour l'instant. Et je souhaiterais commencer en disant que j'ai pris conscience au cours des dernières semaines que je deviens plus intelligent à chaque heure qui passe, chaque heure éveillée et même chaque heure de sommeil. On peut dire ah c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, il était temps. Mais le problème c'est que quand on devient intelligent, plus mature peut-être, plus sage aussi, c'est que on regarde en arrière, on regarde son parcours passé, quel que soit l'âge que l'on a, ou quel que soit le niveau d'éducation, etc. Mais quand on devient plus intelligent d'un point de vue la maturité intellectuelle, on va dire, on regarde en arrière et on voit, forcément, vu que les critères, les standards ont été élevés, on regarde en arrière et on voit principalement des erreurs, des échecs, des insuffisances, etc. Donc j'ai cette ambiguïté. Euh, Plus je deviens intelligent, plus je regrette beaucoup de choses, mais je suis suffisamment intelligent pour comprendre que les erreurs, les échecs qui ont mené à un degré d'intelligence plus élevé font partie du parcours, font partie du processus, et donc il faut les accepter à un certain sens. C'est pour ça que euh, j'ai pris il y a longtemps la décision consciemment de ne supprimer aucun contenu que j'ai produit et publié sur internet, que ce soit en français, en anglais. C'est à la libre disposition de la conscience universelle, justement. Je souhaiterais parler d'internet. J'ai compris une idée que personne d'autre sur la planète n'a comprise. Cette idée, c'est que lorsque des individus partagent des pensées, ou du contenu, mais c'est l'expression d'une activité humaine qui contient de la pensée, sur Internet, les pensées qui sont partagées deviennent la propriété collective de l'humanité, si vous voulez. C'est du communisme intellectuel, en un certain sens. Ce qui veut dire que les gens sur Internet parlent à leurs followers, comme on dit, ou à une audience qu'ils imaginent. C'est déterminé principalement sociologiquement. Les jeunes mâles blancs parlent généralement aux jeunes mâles blancs. Les chaînes de maquillage parlent généralement aux jeunes femmes. L'ASMR, ça parle à certaines franges de la population. Les chaînes de jeux vidéo, les chaînes plutôt politiques, les chaînes de découverte de la nature, les chaînes de musique, c'est plus universel, etc. Mais les grands médias ont leur chaîne YouTube ou leur chaîne internet, les grands médias étrangers, la BBC, Fox News, CNN, etc., Mediapart en France, TV Liberté, etc. Ils pensent qu'ils parlent à leur audience et ils cherchent à faire du clic, comme on dit, mais ils ne se rendent pas compte que leurs pensées sont accessibles à tout un chacun. C'est pour ça que d'un point de vue politique, on vit une époque où les pensées politiques, en fait dans tous les domaines, mais les pensées politiques de tous les groupes politiques au sein d'un même pays, mais en fait partout sur la planète, partout où il y a de la liberté d'expression, sont rendues accessibles en temps réel. Donc chacun peut étudier les déterminations anthropologiques, psychologiques, politiques de ses adversaires politiques en temps réel. Et ce qui m'est arrivé au cours des 6 dernières années, on va dire, c'est que euh, j'ai vécu reclus, pourrait-on dire, en observant, d'abord de façon inconsciente, mais en observant la vie intellectuelle et spirituelle, principalement de l'Occident, principalement de la France par la médiation du langage, mais avant tout du monde anglo-saxon, des États-Unis, et en fait du monde anglo-saxon, l'Angleterre, le Canada, enfin la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis, et aussi les anciennes colonies britanniques, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, etc. Mais pas chaque pays en particulier, mais comment dire, des créateurs de contenu ou des intervenants ou des intellectuels, des scientifiques, principalement de langue anglaise. Et donc, j'ai simplement compris, en fait, ce qui est évident, c'est que ce qui est partagé sur Internet devient la propriété collective de l'humanité, que quiconque avec une connexion Internet, où que ce soit sur la planète,
peut avoir accès en temps réel au contenu produit sur Internet. Et quiconque peut parler à n'importe qui d'autre. C'est pour ça que je peux parler à n'importe qui, à monsieur Macron, à monsieur Orban, à monsieur Biden, à monsieur Xi Jinping, à monsieur Poutine, à n'importe qui potentiellement, tout simplement parce que c'est une communication directe. Mais pourquoi ces gens-là regarderaient-ils mes vidéos? Il faut avoir quelque chose d'intéressant à dire. Et là, je vais faire le lien avec ce que j'ai décidé aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que j'ai partagé énormément de pensées sur Internet depuis plusieurs années. Et sans aucun succès quelconque d'un point de vue quantitatif. Et j'ai compris la distinction entre ce qu'en philosophie, en logique, on appelle l'universel et le singulier, c'est-à-dire de par la pensée qui s'exprime par la médiation du langage, c'est-à-dire que le langage exprime des pensées, dans leur façon la plus abstraite, ce sont des catégories. La pensée, par sa nature même, est universelle. Prenons un exemple. Les théorèmes de mathématiques, le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux autres côtés, c'est une pensée sur des déterminations quantitatives de l'espace, ce qu'on appelle la géométrie. Elle est universelle en ce sens que c'est la même pour l'étudiant d'une école britannique, le paysan vietnamien, ou le chasseur-cueilleur de la forêt amazonienne, ou l'élève chinois, ou peu importe sur la planète, c'est une vérité mathématique, et justement parce qu'elle est vraie, elle est valable pour tous les êtres pensants capables de la saisir. Mais ça, c'est une vérité très simple. Mais il y a des vérités parfois plus complexes, plus douteuses, du point de vue, c'est plus difficile à saisir. Par exemple, les débats en économie, mais même en physique, les débats en biologie, etc., ce sont des vérités partielles. Ça dépend pas de... c'est pas une question de mauvaises intentions des chercheurs, c'est simplement que la vérité est parfois difficile à saisir parce que c'est un processus, ça demande du travail, des corrections, etc., etc. Mais elles sont valables néanmoins, quand bien même fussent-elles temporaires. Par exemple, en économie, les doctrines économiques ont évolué dans la perspective chronologique au fil des siècles, au fil des décennies, elles se sont ajustées, affinées à chaque fois. C'est un processus d'autocorrection, c'est comme ça que fonctionnent les sciences. C'est pour ça que quand on regarde l'histoire des sciences, on voit que des cadavres de pensée, si vous me permettez l'expression, dans ce sens que chaque grand penseur vient corriger ses prédécesseurs tout en s'en inspirant. C'est ce que les Allemands appellent Aufhebung, conservation, dépassement. On conserve les idées principales, par exemple Einstein conserve les idées de Newton, mais il corrige ce qui n'allait pas et il rajoute sa propre contribution, et c'est comme ça que fonctionnent toutes les branches des sciences. Il n'y a pas un penseur qui sort comme ça dans l'histoire des scientifiques, l'histoire officielle, il n'y en a pas un qui invente une théorie tout droit sortie de son cerveau. Darwin a des prédécesseurs, Maxwell, l'électromagnétisme, il a des prédécesseurs, etc. etc. Adam Smith, il s'est inspiré des mercantilistes, Karl Marx, il s'est inspiré d'Adam Smith et de Ricardo, etc. etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, oui, j'ai compris donc que par la pensée, quand l'être humain communique, il exprime des pensées qui, par leur nature, sont universelles. Les vérités scientifiques et la pensée, c'est l'universalité même. Pas une pensée particulière, je pense, à ce stylo, mais un stylo, c'est une détermination de pensée qui s'exprime par le langage de façon différente, mais qui est valable pour tous. C'est-à-dire que si on parvient à communiquer clairement ce qu'est un stylo, quiconque pense peut comprendre, s'il a les facultés cognitives suffisantes. Mais bon, bref. Et donc, par le langage, l'être humain peut exprimer des pensées universelles, mais par sa singularité, par son être individuel, empirique, si vous voulez, il est limité dans le temps et dans l'espace. Actuellement, je me trouve en France, en Alsace, mais par mes pensées, lorsque je parle du théorème de Pythagore, où je pourrais parler de physique ou d'électromagnétisme, de biologie, d'anthropologie, de psychologie, etc., ces vérités-là, elles transcendent mon individualité ancrée dans l'espace et dans le temps, là où je me trouve.
et je peux les communiquer potentiellement. Alors après, ensuite, il y a la barrière du langage, en ce sens que, là, je m'exprime en français, je peux parler anglais, je peux même parler allemand. Ne traduisons pas tout en allemand. Non, mais sérieusement. Oui. Et donc, c'est comme ça que, par la médiation d'Internet, la vérité, qui est un processus complexe, qui inclut un développement, etc., peut se manifester et, éventuellement, eventually, en fin de compte, on va dire que la vérité est, par sa nature, elle est religieuse et philosophique. La philosophie, c'est de la religion conceptualisée, si vous voulez. La religion, c'est de la philosophie avec des images et des métaphores. Bref, c'est pour ça qu'il y a déjà un malentendu, c'est que les gens pensent que la philosophie c'est du bavardage inutile, c'est formel, etc. Ça peut l'être en partie, mais la philosophie c'est sérieux en ce sens que c'est la saisie des déterminations conceptuelles de l'être. C'est la connaissance de Dieu, en quelque sorte. Voilà. Je vais maintenant présenter le document dont je souhaite parler. Ça, on va rapprocher. Je n'édite pas mes vidéos. C'est pas une question de fainéantise ou quoi, c'est juste que j'essaye d'être honnête. Je m'exprime comme ça et je posterai la vidéo. Voilà. Donc, ça c'est une présentation très simplifiée, formelle, de la vie intellectuelle, spirituelle des États-Unis d'Amérique, et en fait de l'Occident, de la plupart des pays occidentaux. Je vais vous montrer, je vais me mettre de côté pour l'instant. Est-ce qu'on voit clairement est-ce qu'on voit les catégories? C'est écrit en anglais, mais je commenterai ensuite. Tout d'abord, ce que je souhaite dire, oui, c'est que... Oui, donc j'ai compris cette idée. C'est-à-dire que potentiellement, quiconque s'exprime sur Internet peut communiquer avec tous les autres êtres humains qui pensent, qui ont l'intelligence suffisante pour comprendre ce qu'il dit. Si la barrière du langage est transcendée par des traductions ou par un effort personnel pour apprendre une langue étrangère, ou par la possibilité d'avoir accès à Internet. Bref. Et ça, c'est une idée en fait qui est très simple, mais que personne n'a encore compris, c'est que, en ce sens, l'humanité prend conscience d'elle-même par la médiation des pensées qui se développent, etc., etc. Et je vais en profiter pour faire la promotion de livres, principalement venus des États-Unis, sur divers sujets. La révolution de l'école. Donc ça, c'est un livre écrit par Ron Paul, qui est un libertarien américain, ancien sénateur, je crois, qui fait des interventions sur YouTube tous les soirs, presque. Ron Paul Liberty Report, qui parle des problèmes économiques, politiques, intellectuels, sociaux aux États-Unis de façon lucide, de façon intelligente. Et donc, quiconque parle anglais peut avoir accès en temps réel, en direct, aux pensées de Ron Paul. Et on peut acheter ses livres, on peut voir des conférences, etc. Et ça, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, déjà, il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Internet existait déjà, mais pas dans des proportions, pas de façon aussi étendue. Il y a 40 ans, ça n'existait pas. Il y a 2 siècles non plus. C'est que les grands penseurs, il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, dans la perspective historique, ils avaient accès aux pensées des autres grands penseurs, mais ça prenait parfois des mois ou des années, la traduction, le transport, etc., etc. Il fallait savoir qui pensait quoi, etc. Alors que maintenant, avec Internet, tous les utilisateurs peuvent exprimer leurs pensées et on peut faire une sélection des meilleures, des plus pertinentes, des plus lucides, etc., etc. Donc là, je continue à faire la promotion de lui. Dumbing Us Down. Donc on a aux États-Unis un autre auteur qui est John Taylor Gatto qui a produit un livre pour expliquer l'éducation obligatoire qui en gros abrutit les étudiants aux États-Unis. Un autre livre de Charles Murray, libertarien américain, Real Education, 4 vérités simples pour ramener les écoles américaines à la réalité, par l'auteur de The Bell Curve,
qui est un ouvrage de sociologie qui explique la relation entre le quotient intellectuel et le statut socio-économique, les résultats, on va dire, socio-économiques selon les groupes de population, les classes sociales déterminées cognitivement, etc. Un ouvrage qui a fait grand bruit aux États-Unis, mais qui est passé assez inaperçu dans le reste du monde. Mais aujourd'hui, quiconque a une connexion Internet et sait parler anglais, ça demande un certain niveau d'effort. Non, en fait, justement, c'est déterminé en partie par diverses raisons sociologiques, mais aussi cognitives, etc. Mais quiconque parle anglais peut s'intéresser à la vie spirituelle et politique, intellectuelle américaine et s'en inspirer, justement. Voilà, donc en fait, on vit dans un village global où tout le monde peut espionner tout le monde, pas au niveau singulier, mais au niveau universel, c'est-à-dire quiconque a le temps, l'intérêt, le loisir, les compétences, peut non pas espionner, mais s'intéresser à la vie politique, intellectuelle, sociale des États-Unis, mais en fait de tous les pays, de tous les pays libres. C'est pour ça que la liberté d'expression est importante. Et c'est pour ça qu'un Français peut conquérir par la pensée l'Allemagne. Ne rêvons pas. Mais en fait, n'importe qui a l'intelligence, le temps, la structure, etc., peut s'approprier par la pensée n'importe quel pays, ou plus que justement la notion même de pays, ça existe d'un point de vue législatif, mais ça devient obsolète par la vitesse de transmission de l'information. Justement, c'est pour ça, si on veut expliquer, illustrer historiquement, le développement de l'imprimerie au XVe siècle a mené à la réforme protestante, et le développement des échanges par les cafés au XVIIIe siècle en France, principalement, a mené à la Révolution. Je simplifie, mais en gros, c'est la circulation de l'information, c'est historique, avec une nouvelle classe cognitive, pas une classe sociologique forcément, même si les deux sont liés, qui émerge parce qu'elle s'approprie les idées nouvelles, et du coup, elle a l'ambition de changer la société, de façon assez égoïste pour servir ses intérêts, mais de façon noble, nous allons abolir les privilèges, ou que sais-je encore. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et avec Internet, une révolution mondiale doit advenir. C'est pas, attention, préparez-vous, etc. C'est simplement, enfin, vous pouvez, mais c'est juste que, de par la structure même de ce qu'est Internet, la possibilité, l'effectivité, même c'est pas juste une possibilité, c'est rendu effectif, c'est la circulation de l'information en temps réel. Et voilà, c'est pour ça que les gens n'ont pas compris, c'est que chacun est dans sa bulle et parle à un groupe de population. Les Français parlent aux Français, les Anglais parlent aux Anglais, les Allemands parlent aux Allemands, Monsieur Macron parle à une partie de la population, des groupes isolés, un peu autistes comme ça, parlent entre eux. Ils ne voient pas, je comprends pourquoi, mais j'explique simplement que en fait, il n'y a qu'une seule communauté des consciences, si vous voulez. Mais elle n'a pas conscience d'elle-même, cette communauté. Bref, continuons à partager des livres. Et donc, par exemple, quiconque regarde cette vidéo et a accès à Internet peut aller sur Amazon ou sur n'importe quel site et voir les résumés de ces livres. Qu'est-ce qu'il en dit là? Que dit Monsieur Charles Murray, qui est un libertarien aussi, comme Ron Paul? Les facultés varient entre les enfants dans leur capacité à apprendre, mais le système américain ignore cela. La moitié des enfants sont en deçà de la moyenne. Ils ne peuvent pas apprendre plus que les rudiments de la lecture et des maths. Pourtant, des politiques ont été mises en place pendant des décennies avec des buts inatteignables, donc des ambitions démesurées pour le système éducatif, ce qui justifie ensuite les impôts pour ponctionner. On dit il faut plus d'argent, on va rendre les élèves intelligents, etc. Alors qu'en fait c'est structurellement que ça dysfonctionne. Trop de gens vont dans les universités. Et le futur de l'Amérique dépend de notre capacité à éduquer les individus les plus doués. Voilà. Donc, c'est un ouvrage très intelligent de Monsieur Charles Murray qui explique les problèmes et les dysfonctionnements du système éducatif américain, mais en fait, ça c'est une relation logique, c'est que le système éducatif américain, c'est une particularité, l'universel, c'est le système éducatif, et tous les pays dans lesquels il y a un système éducatif, ils partagent des particularités différentes, mais les déterminations de l'universel, le fonctionnement du système éducatif, dans ce cas-là, s'applique à tous les pays, c'est-à-dire en Écosse, en Pologne, en Chine, au Japon, dans les pays d'Afrique subsaharienne, dans les pays du Moyen-Orient, etc., etc. Et les États-Unis, c'est simplement le pays le plus intelligent, parce qu'il y a la liberté d'expression, parce que les Américains sont intelligents,
Pas toujours, mais généralement, et ce sont les plus progressistes dans le sens, non pas de la gauche, mais simplement ils ont envie de progresser, ils ont l'ambition d'être les meilleurs en quelque sorte, et c'est comme ça que la profusion intellectuelle américaine, et là je m'adresse en français, je m'adresse potentiellement à tout le monde, mais principalement à une audience francophone avant tout, française, quiconque aurait l'ambition d'améliorer le pays dans lequel il se trouve aurait intérêt, je dis ça, je dis rien, hein, peut-être je dis quelque chose, je ne sais pas, à s'inspirer de la vie politique américaine. Mais en France, il y a des problèmes parce que les cultures qui viennent de l'étranger, on n'aime pas trop, bon d'accord, les changements de population, ça ne nous pose pas de problème, mais l'idée que les Américains puissent nous donner des leçons, ah non, on n'aime pas ça, on est prêt à prendre tout ce qu'il y a de négatif qui vient des États-Unis, mais dès que les Américains ramènent des choses positives, ah non, non, parce que c'est contraire à la culture française. C'est comme ça que pensent les Français de France, auxquels je ne m'identifie pas, mais bon, ça c'est une autre débat. Mais juste, j'explique aux Français comment ils pensent, c'est qu'il y a une sorte de... Ici, la gauche a raison, la gauche française, c'est qu'il y a un repli sur soi, mais lorsque ce qui vient de l'extérieur a l'intention, ou pas justement, mais a la faculté, la potentialité d'améliorer réellement le statut du pays. Bref. Et justement, parce que tout est interconnecté, si un pays comme la France se dit « Ah, mais tiens, mais si on prenait les idées venues d'Amérique ou venues du monde anglo-saxon pour rendre à la France sa grandeur, les autres pays... On prendrait conscience, je dis mince, mais ces Français, ils se réveillent, ils ont de l'ambition maintenant, ils veulent devenir compétents, ils veulent devenir intelligents, mais qu'est-ce qui se passe? On peut pas tolérer ça, ou alors il faut les imiter, etc. Ce qui un peu s'est passé au XVIIIe siècle dans la perspective historique. Voilà. Bref, je continue à partager des livres. Bullshit Job de David Graeber. Juif américain, anarcho-communiste, qui explique en gros que la plupart des emplois, des industries, pas des industries, des emplois, des économies de services ne servent à rien, en gros. Ne servent à rien. C'est une perte de temps, une perte de sens pour ceux qui ont ces emplois. Voilà. L'utopie des règles, la technologie, la stupidité... et les joies secrètes de la bureaucratie. C'est le même genre de livre qui explique qu'en gros, dans une économie post-industrielle de services, la plupart des emplois ne servent à rien. Voilà. La plupart des gens font des métiers inutiles. J'ai pensé à faire la liste. Je ferai, autant que je ferai des vidéos, je ferai une liste de tous les métiers qui ne servent à rien. C'est pas une insulte pour ceux qui les effectuent, c'est plutôt ceux qui se rendent compte que est-ce que les gens ont envie de passer le reste de leur existence à remplir de la paperasse, comme on dit, à être employé par l'État ou par des entreprises pour régler des problèmes qui sont causés par les dysfonctionnements structurels d'un système économique, etc. J'expliquerai, bon bref. L'État-providence, dans nos mains, un plan pour remplacer l'État-providence. Encore Charles Murray qui explique les dysfonctionnements de l'État-providence. Donc dans un pays comme la France, les gens pensent « Ah, l'État-providence c'est formidable, on prend l'argent aux pauvres pour le donner aux très pauvres, par la médiation des riches qui prennent leur part du gâteau, etc. » C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, ça sert en gros, on ponctionne les classes populaires et les classes moyennes pour donner aux éléments les moins productifs de la société ce qui les enferme dans une dynamique de dépendance, de problèmes en tout genre, d'inefficacité économique, etc. Bref, les Américains sont sérieux, ils réfléchissent à ces questions et ils démontrent de façon rigoureuse que l'État-providence est contre-productif, qu'il n'aide pas les pauvres, mais qu'il les maintient dans la pauvreté, qui provoque la destruction de la cellule familiale, la destruction des relations sociales saines, un parasitisme étatique qui s'étend de plus en plus. Bref. Et on peut dire « Ah non, on n'aime pas ça », mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, dans un monde compétitif, on parle « Ah, la compétitivité, il faut être compétitif, etc. » Un pays
qui décide, ah, nous allons attribuer une immense partie de notre richesse nationale ponctionnée sur les travailleurs pour abrutir les gens par le système éducatif, pour les rendre dépendants, pour les rendre serviles, pour leur faire s'occuper de travaux inutiles qui n'ont aucun sens, etc. Un pays à long terme, dans la perspective chronologique, qui adopte ces politiques, il est voué au déclin. Alors que les pays qui prennent conscience, et c'est n'importe qui avec une connexion internet peut se rendre compte, ah, l'État-providence ça ne marche pas, la bureaucratie c'est inutile, c'est une perte de temps, le système éducatif, c'est que ça ne marche pas non plus. Bref, là on a un ouvrage de monsieur Mises, La bureaucratie, juif immigré aux États-Unis, qui a écrit des bons livres sur les problèmes inhérents au socialisme et à la pas à la démocratie, mais à la bureaucratie. Bullshit Job a été traduit en français, ça coûte à peu près 9 euros. Voilà. Et on a les mêmes livres dans le cadre français, monsieur Brigelli, La fabrique du crétin, La mort programmée de l'école, et L'enseignement de l'ignorance de monsieur Michéa. Donc en fait, on a les mêmes ouvrages. L'universel, ce serait ici la critique du système éducatif, et les cas particuliers, ce serait le système éducatif français, le système éducatif américain, mais il y a les mêmes en Allemagne, en Angleterre, en Écosse, probablement en Italie. Partout, les gens ont la liberté de s'exprimer, ils ont la liberté d'identifier les problèmes pour essayer de les résoudre. Voilà, c'est là la première étape. Bref. Et donc, vu que je progresse intellectuellement tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes peut-être, je me suis dit, il ne suffit pas de dénoncer les problèmes. Il y a beaucoup d'autres problèmes, là c'est des problèmes modérés. Il ne s'agit pas simplement de dénoncer les problèmes, il s'agit d'apporter des solutions. Que faites-vous concrètement pour remédier à ces maux? Voilà des solutions que j'ai trouvées. C'est pas comment on dit, optimal encore, mais c'est un début. Dans ma vie quotidienne, vraiment, j'habite dans un appartement, je range mon appartement. Ça vient de monsieur Jordan Peterson, psychologue américain. Les gens qui parlent anglais peuvent avoir accès au conseil de monsieur Peterson. C'est la conscience globale, pour l'instant dans le monde principalement occidental, parce qu'il faut être anglophone, il faut s'intéresser à ça, mais Jordan Peterson fait des vidéos très intéressantes, et il influence l'esprit français, mais en fait l'esprit de tous les occidentaux, parce que quiconque parle anglais peut comprendre ce que dit monsieur Peterson. Je simplifie ma vie matérielle, c'est-à-dire que ça s'appelle le minimalisme. J'ai partagé des documents, je mettrai les liens, des documents où je montre la vie de l'esprit, l'apparition phénoménale de l'esprit, dans lequel on voit des chaînes YouTube qui promeuvent le minimalisme, c'est-à-dire un style de vie qui consiste à se débarrasser autant que possible des objets matériels inutiles. Je renonce au confort matériel, c'est lié avec le minimalisme, c'est-à-dire que je dors par terre sur un tapis, je minimise mes consommations inutiles, je n'ai pas de loisirs autres que le travail intellectuel, je dépense pas d'argent dans des choses superficielles ou inutiles d'un point de vue matériel, j'achète des produits locaux, des produits bio aussi. Tant que je peux, tant que je pourrais, j'achèterai des produits locaux, des produits bio, pour encourager l'agriculture locale et le commerce responsable, le commerce équitable, comme on dit. Voilà. Je continue à améliorer mon système aussi. J'ai fait une vidéo sur la présentation du système. C'est ce qu'on voit là, mais bon, bref. Je continue tous les jours à améliorer mon système, c'est-à-dire à proposer une vision intellectuelle de la totalité, de l'être, pour que les gens qui regardent éventuellement puissent se situer, puissent avoir l'intellection de l'ordonnancement ou l'ordonnement, l'agencement du réel pour comprendre, pour clarifier. Voilà, j'essaye de clarifier. J'écoute de la musique, bon ça c'est pas très... c'est pas une vertu forcément, mais ça permet d'apaiser des maux, des souffrances. En termes politiques, je lis les journaux tous les jours, non pas les journaux papier, ce serait du gaspillage, je lis les journaux sur internet. Alors la consommation électrique aussi sur les ordinateurs, ça contribue à la pollution, etc. mais je n'achète pas de journaux. Voilà. Donc, par exemple, on peut dire clairement que les journaux papier, c'est devenu obsolète. Alors c'est très utile parce que ça fait fonctionner des gens, etc. Mais si on enlève
les erreurs, les manipulations, le coût du papier, la pollution, est-ce qu'on a besoin de journaux papier? À terme, non. Voilà. Je partage ma propriété matérielle avec les autres, en partie mon argent sous forme de bons, de coupons. Je suis prêt à partager mes livres, je l'ai déjà fait, éventuellement je me séparerai de mes livres, j'en garderai peut-être quelques-uns tant que je pourrai, mais j'ai suffisamment lu dans ma vie, il y a beaucoup de livres, et ces livres-là que j'ai présentés, je ne pense pas les réutiliser, donc voilà, peut-être je les donnerai à ceux qui sont intéressés. Voilà, c'est mon aspect communiste. J'essaie d'être un communiste. Je suis pas communiste, hein, je suis plutôt libertarien, mais en fait j'essaie d'équilibrer les deux. C'est le côté yin and yang. J'essaie de vivre en accord avec des principes. C'est pas toujours facile. Je transgresse souvent mes principes, mais un communiste rigoureux, il serait prêt à donner ses biens. Pour l'instant, je garde mon ordinateur, ma connexion internet, ma caméra. Quelques livres, etc. Mais j'ai acheté des provisions, je les partagerai si besoin est, je me suis engagé auprès de moi-même. Voilà. Voilà, ça c'est pour l'aspect vie quotidienne, l'aspect politique. Ensuite, c'est juste quelques principes éthiques voilà, que j'applique. J'essaye de travailler aussi dur que possible dans le domaine dans lequel je suis le plus compétent, c'est-à-dire produire du contenu intellectuel pour l'instant. Alors, j'ai un peu rechigné, non pas par manque de motivation, mais par épuisement ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais je travaille en gros, on va dire 16 heures par jour, mais le travail, ça inclut s'occuper de l'environnement immédiat. Ça inclut parfois des moments de réflexion, c'est-à-dire m'asseoir dans un canapé et penser. C'est pas vraiment du travail, mais ça demande quand même des efforts. Donc c'est pas du travail les mains dans le cambouis, comme diraient les Français. C'est pas du travail manuel, mais je travaille autant que ma santé le permet et j'y trouve satisfaction. Voilà. Donc j'essaye par exemple, je l'ai déjà dit, mais j'avais un bullshit job, comme on dit, que j'ai quitté volontairement pour m'impliquer dans ce que je pense a vraiment du sens, la philosophie, la théologie, la religion. Et je travaillerai jusqu'à la fin, aussi dur que possible, aussi intensément que possible. Comme les Américains qui continuent de produire de la qualité dans bien des domaines. J'essaie de faire preuve de discipline dans ma vie, une discipline intérieure. C'est parfois difficile parce qu'il y a des tendances contradictoires, mais par exemple se débarrasser du confort matériel, j'essaie de... Voilà. J'abandonne mes addictions et mes vices, la nourriture grasse, les sodas, l'alcool, les cigarettes, la pornographie, les drogues évidemment, en tant que tel. J'étais addict à la lecture des livres, je lis de moins en moins, j'essaye maintenant d'extérioriser mes pensées. Je n'achète plus de livres, c'est une addiction aussi. Qu'y a-t-il d'autre? Tout ce qui est la mode, les produits cosmétiques, c'était pas une addiction mais ça disparaît. Le plastique, c'est pas une addiction non plus mais ça disparaît plus ou moins. Voilà. La volonté de tout systématiser de façon hyper rigoureuse, hyper rationnelle, c'est mon côté métaphysicien allemand, je l'ai partiellement encore, mais j'essaye d'atténuer, ça fait partie du travail sur soi, de diminuer le côté fanatique, rationalisme, etc. etc. M'exprimer en anglais et pas en français, c'est pas forcément... Ça peut être une addiction parce que j'y trouve une certaine satisfaction, mais ça fait partie peut-être des vices, justement. Et j'essaie de corriger ça. Maintenant, je vais m'exprimer pas que en français, enfin du moins tant que je pourrais, mais m'exprimer en français principalement. Mais je vais parler pas que de sujets américains, mais en fait de sujets globaux, on pourrait dire. Voilà. Ensuite, j'essaie de m'améliorer tant que je me sentirai vivant, la capacité, la volonté de m'améliorer dans tous les domaines. Alors il y a des priorités, parfois on privilégie l'aspect intellectuel au détriment de l'aspect moral, parfois c'est le contraire, parfois il faut s'occuper de son physique pour rester en bonne santé, etc. Donc il y a des tendances contradictoires. Et enfin, je tenterai, je continuerai à donner du travail aux sans-domicile que je rencontre. Alors c'est pas forcément toujours possible, mais j'essaierai, pas en leur donnant de l'argent pour les corrompre, mais en leur donnant des bons
ou de l'argent, mais pour qu'il travaille, pour qu'il fasse quelque chose, même si c'est une petite tâche, mais pour résoudre, voilà. L'État-providence, le socialisme crée de façon structurelle des SDF. Certains diront, ah, c'est le capitalisme. Non, c'est dans les sociétés socialistes aussi, parce que les dysfonctionnements du système éducatif, les dysfonctionnements de l'économie, les régulations, etc., ça produit de façon structurelle des sans-domicile. Comment est-ce qu'on peut les aider? Au niveau universel, c'est en dénonçant de façon rigoureuse, de façon sérieuse, en promouvant justement les critiques de ce système économique, politique, qui produit des exclusions économiques de ce style. Et au niveau singulier, c'est d'aider de façon modeste, mais c'est aussi inspirer des Américains, donner leur un coup de main et pas un chèque. C'est en gros give them a hand, not a handout, comme dirait Kennedy. Voilà, ça permet d'apaiser petit à petit au niveau singulier. Ensuite, au niveau universel, le travail, ça consiste à critiquer de façon rigoureuse, voilà, le système qui produit, etc. C'est ce que je tente de faire. Et enfin, donc ça c'était pour l'aspect éthique, on va dire, si on peut parler d'éthique. Je ne suis pas toujours très éthique, hein, mais bon. Et au niveau de la philosophie, bon, je ne m'attends pas à ce que quiconque suive mes préceptes, parce qu'ils changent régulièrement et parce que je n'ai rien à enseigner, je suis là pour apprendre, c'est le côté philosophe. Donc je n'ai pas d'attente particulière envers les autres, que je n'ai pas envers moi-même. Je tente d'universaliser mon comportement éthique. Pas toujours, pas toujours. C'est ça la difficulté, mais autant que faire se peut, c'est l'aspect kantien, c'est-à-dire, en gros, je simplifie Kant, la philosophie pratique, la philosophie éthique kantienne, en quelques secondes. Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde agissait comme moi? Pour le bien, pour le mal aussi, mais pour le bien. Donc qu'est-ce qui se passerait si tout le monde simplifiait sa vie, renonçait au confort matériel, se débarrassait des objets inutiles, quittait son job à la con, qui est inutile d'un point de vue individuel et parasitaire d'un point de vue social, pour se dédier à des travaux utiles? Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde réduisait volontairement, ou pas, mais éventuellement si c'est volontaire, ça passe mieux, sa consommation économique de choses inutiles? On peut faire la liste. L'économie ramollirait, puisque les entrepreneurs diraient, mais pourquoi est-ce que je vais produire des babioles, des pacotilles, des produits toxiques, des produits qui sont planifiés pour s'auto-dégrader, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée? Pourquoi est-ce que je continuerais mon entreprise à produire de la mauvaise qualité ou des choses, des addictions, etc., puisque les gens arrêtent de consommer? Peu importe que les gens le fassent ou pas, mais moi je suis en accord avec moi-même, c'est-à-dire que je ne contribue plus à tout un tas de dépenses économiques et j'utilise mon argent tant que je peux, je le retire progressivement du système bancaire, non pas dans un état de panique. L'argent, ça peut être utile, mais il faut. D'un point de vue, d'une perspective historique, les gens ont vécu sans argent pendant longtemps. Dans les sociétés où il y avait de l'argent et dans les sociétés où il n'y en avait pas, c'est plus facile dans une société où il n'y en a pas, parce que quand on n'a pas d'argent dans une société qui tourne justement autour de la monnaie, c'est difficile. Mais voilà, il y a des choses plus importantes que l'argent dans la vie. Je tente d'ordonner mes pensées. C'est difficile parce que je pense parfois à la vitesse de la lumière, parfois même plus, donc je pense extrêmement vite, voilà, donc j'ai tendance à penser très vite, très loin, de façon très complexe. Je tente de penser de façon logique, c'est pour ça que j'étudie la logique, plus en lisant des livres, mais en réfléchissant moi-même. Je compte faire des vidéos, autant que je pourrais, sur les déterminations logiques, pour essayer de clarifier, de structurer l'intellect, l'esprit, et de me rappeler que les opposés sont unis conceptuellement. Le haut et le bas, la gauche et la droite, le chaud et le froid, voilà. Et ça justement c'est une présentation, le yin et le yang, c'est une présentation que je commenterai, hein, je compte la commenter, de diverses oppositions qui sont unies conceptuellement. J'expliquerai brièvement, mais d'abord je continue ma présentation. Ce n'est pas une présentation, c'est mon code éthique que je ne m'attends pas à ce que quiconque le suive. Si les gens y trouvent de l'inspiration, si ça les aide à vivre mieux, à se libérer de tout un tas de contraintes inutiles, etc., tant mieux, mais c'est mon principe. Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde faisait ce que je fais depuis quelques semaines pour le meilleur? Bon, pour le pire aussi, il y a des choses à dire, on en parlera sûrement plus tard. Mais pour le meilleur, et se donner une éthique, voilà, qu'est-ce qui se passerait? On ne pourrait que vivre mieux le temps que nous avons à vivre. Je tente de comprendre mes déterminismes, ça c'est mon côté spinozien, c'est-à-dire les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent.
Ils se pensent agissants, mais ils ne pensent pas ce qui les pousse à agir. Et donc quand on comprend ces déterminismes, qu'ils soient sociologiques, psychologiques, anthropologiques, sociobiologiques, c'est une forme de libération. On ne peut pas forcément se libérer du déterminisme en tant que tel, mais on peut se libérer de l'ignorance. Ça soulage, voilà. C'est pour ça que je vais essayer, tant que je pourrais, d'être un thérapeute spinozien, ou d'autres le feront peut-être, c'est d'expliquer aux gens, voilà pourquoi tu agis comme ça, c'est pas toi qui agis, c'est ta détermination de classe, de détermination psychologique, ta détermination anthropologique, sociobiologique, etc. Mais pour pouvoir dire ça, il faut d'abord la liberté de s'exprimer. Mais évidemment, il y a ensuite une part de libre arbitre, à un certain degré, pas toujours, mais Dieu tolère en un certain sens un peu de libre arbitre, pour les autres, au moins pour les humains. Mais, genre, pour les humains, non, mais on verra ça, mais bon, bref. Comprendre ces déterministes, c'est comprendre ce qui nous meut, ce qui nous pousse à agir, et quand on comprend que l'on agit de la façon dont on agit, parce qu'on est déterminé à agir comme ça, c'est-à-dire que un autre, pas un autre humain, mais une détermination, ça présuppose un être autre, nous pousse à agir de la façon dont nous le faisons. Si nos actions ou leurs conséquences ont des effets négatifs sur nous et qu'on comprend pourquoi on a agi et qu'on agit comme ça, on peut dire « Ah, mais maintenant que j'ai compris, je peux changer d'attitude. J'ai été déterminé, ça fait partie de mon passé, et le passé a un impact sur le futur, sur le présent si vous voulez, mais maintenant je peux changer, dans une certaine mesure justement, voilà. Mais avant de se libérer du déterminisme, il faut penser de façon déterminée, c'est-à-dire de façon rigoureuse, de façon structurée, il faut catégoriser. Et la pensée moderne, aux États-Unis, en France, dans le monde occidental, consiste à penser que tout est indéterminé, les questions de genre, les questions ethniques, non, il n'y a pas de déterminisme en aucun cas, mais pour transcender le déterminisme, il faut d'abord la détermination, c'est-à-dire la pensée rigoureuse, la catégorisation, l'essentialisation, comme on dit en français. Ensuite, je tente de catégoriser justement chaque information dans le cadre conceptuel de l'encyclopédie. Qu'est-ce que ça veut dire en langage intelligible? C'est que, j'ai produit des vidéos, je mettrai le lien récent, qui montre le cadre de l'encyclopédie, c'est-à-dire la totalité du savoir parvenant à la conscience de lui-même, lorsqu'on lit les journaux, numériques ou papier, peu importe, ou la télé, etc. La télé, la radio, ça fait partie des choses à disparaître, hein, tout ça, bon, bref. Enfin, pas en tant que tel, pas le médium forcément, même si à terme si, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses, c'est bon, on n'en a plus besoin. Oui, qu'est-ce que je veux dire? Oui, qu'il y a énormément d'informations qui nous parviennent, et pour les comprendre, pour qu'elles soient un minimum intelligibles, il faut recontextualiser, il faut savoir de quoi parle-t-on, qui parle, d'où on parle, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Il faut un minimum, un cadre, une structure pour rendre intelligible l'infinité quantitative informationnelle qui nous parvient en permanence dans les sociétés médiatisées modernes. J'essaierai de faire le lien en partageant des chaînes YouTube, des liens vers des chaînes YouTube, des livres, des vidéos, etc. pour connecter les gens. Je révèle mon identité dans chaque vidéo parce que j'ai décidé d'assumer, je l'avais déjà décidé, mais c'est un choix qu'il faut constamment, c'est comme le mariage, si on veut, il faut constamment le réaffirmer, c'est-à-dire que j'ai décidé de devenir une figure publique. C'est déjà le cas en fait dans le monde anglo-saxon, mais sans aucun succès, mais en France peut-être que j'aurai un peu plus de succès pour des raisons que je comprends. Le langage, je comprends, pas que le langage, mais je comprends. Voilà, tout simplement d'assumer, c'est ça ce qui était lié au début, la liberté d'expression, d'assumer pas mes opinions, mais mes pensées, voilà. Et enfin, se sentir libre partout, c'est-à-dire ne pas chercher à fuir d'où que ce soit. Forcément, il y a des situations, des endroits assez inconfortables, mais être libre, c'est pouvoir aller où l'on veut, alors pas forcément sans crainte, mais sans contradiction, si vous voulez. C'est la conséquence de la liberté, c'est être chez soi,
partout, potentiellement. Ce qui ne veut pas dire être un globe-trotter, etc., mais ne pas avoir de crainte. Il peut y avoir une crainte, mais ne pas avoir de crainte à parler avec qui que ce soit. Et justement, c'est ce qui a motivé la volonté de faire cette vidéo, c'est que je souffre de beaucoup de choses, j'en ai parfaitement conscience, mais l'un des problèmes dont je souffre, c'est une sorte de dissociation de la personnalité. C'est que, d'un point de vue ici intellectuel, je partage des idées principalement avec une audience anglo-saxonne, et je n'ai pas eu le courage, ou la volonté, ou l'ambition, ou l'intelligence, je ne sais pas, de les partager. Ça a été un choix qu'il faudra que j'assume, que j'en assume les conséquences, ça fait partie du principe. Être libre, c'est être responsable. Il n'y a pas que les bons côtés à la liberté. Justement, il y a beaucoup de côtés. La liberté est amère, en ce sens que lorsqu'on affirme un choix libre, il faut en payer le prix, qui peut être difficile à porter ou à supporter, mais ça fait partie du concept de liberté. C'est que être libre, c'est coûteux, pas au niveau monétaire, mais au niveau moral, mais ne pas être libre, c'est sûrement encore pire. Voilà. Ou pas, mais justement ça dépend de... Bref, mais bon, j'ai décidé de m'assumer. Alors assumer totalement tout en une fois, c'est difficile, mais y aller pas à pas. Et ça commence par assumer mon métier de philosophe et mes idées, qui d'abord en fait sont une présentation, non pas de mes idées, mais des idées telles qu'elles se manifestent dans la vie intellectuelle et spirituelle. Ici c'est principalement les États-Unis, mais de tout l'Occident, et en fait au niveau mondial, même si c'est la particularité occidentale, parce que c'est là où la vie est la plus stimulante, parce qu'il y a la liberté d'expression relative dans la plupart des pays, mais surtout aux États-Unis, parce qu'il y a l'intelligence de la population, le travail, la tradition, l'esprit d'enquête, l'esprit anglo-saxon, l'esprit protestant, l'esprit européen si on veut, dans une certaine mesure. Voilà, c'est ce que j'avais à partager, et donc maintenant... Ok, ça fait 46 minutes. Maintenant, je vais commenter ce tableau brièvement. Voilà. Donc, c'est une présentation. C'est pas très rigoureux, mais ça permet de schématiser, si on veut, l'apparition de l'esprit, mais en fait ce sont les catégories, c'est très simplifié, mais quand c'est trop complexe, je ne parviens pas à communiquer. Donc c'est les oppositions principales de la vie, principalement des États-Unis, mais en fait c'est applicable à la plupart des pays occidentaux. Qu'est-ce qu'un pays occidental? L'ouest de la Pologne, en Europe continentale, plus les anciennes colonies anglo-saxonnes, Canada, États-Unis, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. Voilà. Principalement l'Europe du Nord-Ouest. C'est-à-dire ça inclut pas forcément l'Espagne, le Portugal. Ce sont des pays occidentaux d'un point de vue géographique, mais pas d'un point de vue ethno-culturel, ethno-politico-culturel, etc. D'un point de vue ethnique, si, mais pas complètement, et d'un point de vue politique, etc. Mais c'est principalement les pays... en gros, l'Europe du Nord-Ouest continentale, plus les colonies anglo-saxonnes, les anciennes colonies anglo-saxonnes. Je simplifie. Parfois, on inclut le Japon, mais ça, c'est différent encore. Voilà. Est-ce que l'Italie est un pays occidental? Oui, mais c'est l'Europe plutôt du Sud. Donc bon, bref. C'est principalement les pays nord-ouest européens, plus les colonies anglo-saxonnes, les anciennes colonies. Donc, ici, on a les oppositions. Donc, c'est la vie américaine, mais ça s'applique à tous ces pays, justement, avec des particularités, mais c'est une détermination universelle, si vous voulez. Donc, on a aux États-Unis les démocrates et les républicains. En France, ce serait la gauche et la droite. Au Royaume-Uni, ce serait le Labour et les Tories, c'est ça? Non, ça c'est le Labour et c'est quoi? Enfin, peu importe. Les Tories et les Whigs. Ça, c'est au 19e siècle. Non, le Labour et... Enfin, justement, bon, la politique politicienne est tellement insignifiante dans la plupart des pays occidentaux que c'est même pas très important de connaître les noms des partis, parce que justement, ça fait partie des bullshit jobs, les politiciens, à bien des niveaux. La totalité de la connaissance humaine est rendue accessible sur Internet, si vous voulez continuer à vous quereller sur... Bon, bref. Donc,
Ça, c'est la grande opposition politique aux États-Unis, les démocrates et les républicains. En France, ce serait la gauche et la droite, la NUPES et les républicains. Pareil, les républicains, c'est copié des États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, les républicains, ils sont pas très sérieux, mais ils sont plus sérieux qu'en France. Bref. Les libéraux et les conservateurs, donc les liberals et les conservatives, ce serait, dans le cadre français, la gauche libérale libertaire et la droite, l'UMP, LR, etc., etc. Dans le cadre français, dans le contexte français. Mais en gros, les liberals, c'est les progressistes des mœurs, qui aux États-Unis sont plutôt libéraux aussi en économie, alors qu'en France, ils sont socialistes. C'est le parti socialiste en fait, les libérales, en gros. Mais dans le contexte français, ensuite il y a les déterminations historiques, les déterminations anthropologiques, culturelles, religieuses qui diffèrent en France et aux États-Unis. Mais justement, l'universel, c'est la structure, si vous voulez, c'est la structure particulière des États-Unis. Il faut extraire l'universel qui lui est applicable à tous les pays occidentaux avec des tendances, des nuances diverses. Je simplifie la structure. Donc on a libérales, conservatives, les femelles et les mâles, les hommes et les femmes, mais en fait les hommes et les femmes sont d'un point de vue biologique des femelles et des mâles, ils sont déterminés sociobiologiquement. Ce qui conduit aux féministes et aux mictos. Les mictos, qu'est-ce que c'est? C'est Men Go Their Own Way, c'est un mouvement isolationniste, c'est de l'isolationnisme sexuel on pourrait dire. Oh, the Americans, if you could hear my jokes in French, maybe that would be funny. Non, sérieusement. En gros, c'est un mouvement, alors c'est pas quantitativement très significatif, mais ça a un impact. Néanmoins, c'est des jeunes mâles, principalement européens, pas européens du continent, européens anthropologiques, blancs en quelque sorte, en quelque sorte, c'est des blancs, qui se révoltent contre le féminisme, sont déçus des comportements des femelles occidentalisées. C'est-à-dire des femmes émancipées. À l'occidental, c'est pas justement, elles sont pas émancipées, elles sont dépendantes d'une structure idéologique qui consiste à dire le mariage ça sert à rien, avoir des enfants non merci, il faut passer sa jeunesse à faire des études pour obtenir un boulot qui n'a aucun sens parce qu'on nous dit que c'est la compétition alors qu'en fait les femmes ça les intéresse pas vraiment en général, pas la compétition pour le statut social. Il y a des raisons socio-biologiques que les Américains dans leurs livres expliquent. Je vais aller chercher les livres pour montrer que je suis sérieux. Mais justement, c'est le genre de livre qu'on ne trouve pas, en France pour des raisons d'arriération intellectuelle et culturelle. Mais qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre un pays arriéré intellectuellement? Ici, je parle des élites. Eh bien, on promeut de bons livres. Voilà un bon livre. Encore Charles Murray. Et juste pour expliquer le processus de l'esprit. Aujourd'hui, un jeune ou un moins jeune, quelqu'un qui a de l'ambition, de l'intelligence, de l'argent, du temps libre, etc., il peut s'acheter des livres et incorporer le logiciel. Ah, on va dire, c'est les Américains, ils nous parlent de diversité. Non, en fait, c'est le logiciel universel, c'est simplement la science qui est valable pour tous. Les découvertes les plus récentes de la science, des sciences humaines, socio-biologiques sur la diversité humaine, elles sont valables aux États-Unis, en France, au Japon, en Corée, en Chine, en Mongolie, au Zimbabwe, au Togo, en Bolivie, en Irak, en Albanie, parce que la science, par sa nature même, est universelle. Donc n'importe quel être humain qui a les possibilités, qui a l'intérêt de savoir comment fonctionnent les dynamiques de genre, de race et de classe, en fonction des découvertes les plus récentes de la science, peut lire ce livre et tous les auteurs, les scientifiques, les recherches qui ont inspiré cet ouvrage. C'est un ouvrage ici de vulgarisation, c'est pas un ouvrage de recherche scientifique, mais voilà, ça rend accessible à un public lettré les avancées les plus récentes de façon tempérée. Voilà, c'est juste pour illustrer. Bref, donc revenons aux mictos. Les mictos, c'est des jeunes mâles blancs, ou pas blancs, mais des jeunes mâles frustrés par les dérives du féminisme qui se disent les femmes, on va aller de notre côté et on va. Qu'est-ce qu'on va faire tout seul? Je ne sais pas. Mais bon, ça fait partie du paysage intellectuel. Et c'est généralement des jeunes mâles frustrés parce que les femmes, elles ont des exigences délirantes, mais en fait, c'est juste les hommes qui ne sont pas capables de se comporter de façon masculine avec la gente féminine moderne. Donc il y a des problèmes entre les sexes au sein des sociétés occidentales.
Bref. Ensuite, donc la structure, c'est d'abord politique. Là, c'est de la structure anthropologique, sociobiologique. Là, c'est une structure plutôt large, si vous voulez. Les oppositions, en gros, je simplifie à l'extrême, mais on a les boomers, c'est-à-dire les générations entre 50 et 70 ans, disons un peu plus peut-être parfois. On a principalement des boomers qui sont tous européens anthropologiques, parce que dans les années d'après-guerre, les pays européens étaient peuplés d'Européens, de façon pas très majoritaire, de façon quasiment unanime, on pourrait dire. Plus des adolescents un peu stupides. Généralement, c'est des jeunes blancs de gauche qui sont du côté des démocrates, des libéraux, des progressistes. Là, c'est les jeunes, les fils et les filles de la bourgeoisie ou des classes moyennes qui se disent notre but dans la vie, ça va être de défendre les intérêts du tiers-monde, l'écologie, l'égalité. Mais ensuite, justement, le problème avec ces jeunes gens, c'est que quand on leur dit vous avez vu le niveau de vie global de la population mondiale, on va faire égalité économique, ce qui veut dire réduction drastique du niveau de vie dans les pays occidentaux. Tout à coup, ils disent non, on veut l'égalité des salaires. Donc en fait, c'est une contradiction. Voilà, donc bref. Bon. Ensuite, la plupart des immigrés, descendants d'immigrés arrivés au cours des dernières décennies dans le processus historique, ils sont généralement de gauche quand ils font de la politique. Et à droite, si vous voulez, gauche et droite, ou chez les républicains, on a des vieux blancs comme les boomers, mais plutôt conservateurs, une jeunesse blanche rebelle. C'est de là que vient la rébellion en Occident. C'est les jeunes, d'un point de vue sociologique et d'un point de vue anthropologique, c'est des jeunes européens ethniques dans tous les pays occidentaux qui se rebellent contre un système qui ne leur laisse aucun avenir. J'explique simplement ce qui se passe, c'est que quand on est un jeune mâle blanc, on se dit la vie ça va consister à payer des retraites dans les régimes socialistes, à se faire insulter en permanence par les médias, à être victime parfois d'insécurité, comme on dit, etc. Donc c'est pour ça, j'explique les raisons psychologiques, sociologiques, anthropologiques qui expliquent les tendances à la droitisation des jeunes générations européennes, principalement. Si vous êtes un jeune mâle blanc, vous regardez cette vidéo, vous êtes déterminé socialement, sociologiquement à agir comme vous le faites. Voilà. Plus des immigrés occidentalisés, ça fait partie, il y a la plupart des immigrés ou immigrants ou migrants, etc. sont plutôt du côté de la gauche et démocrate, et il y a une partie occidentalisée, c'est-à-dire que ce sont généralement des immigrés de seconde ou troisième génération, ou des immigrés de première génération qui sont venus directement avec des diplômes, etc., qui, parce que généralement ils ont un quotient intellectuel supérieur, parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils ont une faculté de travail, ils trouvent leur place au sein des sociétés occidentales en termes d'institutions, c'est-à-dire relative liberté d'entreprendre, liberté de s'exprimer, un mode de vie peu restrictif en termes de mœurs, ça peut dégénérer de façon dans la décadence, mais ça offre une perspective de liberté que l'on ne trouve pas dans la plupart des autres sociétés du monde, en Asie, en Afrique, dans le Moyen-Orient, etc., etc. Voilà, donc il y a cet attrait de l'Occident pour une part significative d'immigrés, que ce soit aux États-Unis, c'est principalement des hispaniques ou des asiatiques, en Europe c'est principalement des musulmans, des asiatiques, des africains, des turcs, etc., etc. L'Occident fait encore rêver le monde pour ses aspects, on va dire, positifs, etc., etc. Et parfois il y a des tensions entre ces groupes, c'est-à-dire que les jeunes natifs européens se rebellent, pas directement, mais en fait se rebellent contre la civilisation qui a produit une indifférence quant à l'origine de la population, c'est-à-dire les valeurs occidentales, dans ce qu'elles ont de meilleur, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression, la tolérance au sens politique, si on veut, la tolérance intelligente, pas la tolérance un peu, voilà, mais bon, bref. Voilà, donc justement ça peut dériver en racisme, et ici on a une opposition qui structure la vie intellectuelle des pays occidentaux, c'est l'antiracisme contre le racisme. Je simplifie autant que faire se peut, mais en gros, la question centrale des pays occidentaux, c'est la question du racisme, tout tourne autour de ça, c'est-à-dire que pour défaire un opposant politique, il suffit de dire « Ah, vous êtes raciste » et il a perdu d'avance, quel que soit son argument, il peut parler d'économie, d'environnement, de technologie, d'éducation, vous dites « Ah, vous êtes raciste, ok, je me couche, vous avez raison, vous avez gagné ». Donc le jeu politique, c'est pour ça que la démocratie dans les pays occidentaux, c'est un peu une sorte
de jeu, si on veut, où pour gagner, il suffit de jouer la carte antiraciste, et c'est pour ça que tout le monde est antiraciste, que ce soit les démocrates, les républicains, etc. Ce qui fait que, parce qu'on ne peut pas parler de façon intelligente, modérée, des questions anthropologiques, alors que, de par les déplacements migratoires, on va dire, la transition démographique, on pourrait appeler ça comme ça, il y a des questions qui se posent. Le fait que toutes les sociétés occidentales soient structurées autour de l'antiracisme, ce qui permet à chacun de gagner bien sa vie, de faire des virtue signaling, on va en parler du signalement vertueux, etc., ça crée de la frustration chez une partie de la population qui se radicalise sur Internet, et ce qui mène aux tueurs fous, les tueries aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, souvent des jeunes blancs, ou comment s'appelle-t-il, le Norvégien, Anders Breivik, etc. C'est-à-dire de la folie meurtrière, mais elle ne sort pas d'on ne sait où, elle a une cause sociologique, anthropologique, psychologique, etc. etc. Et c'est ça qui crée énormément de frustration chez des jeunes Européens, c'est l'impossibilité simplement de nommer le réel. Voilà. C'est pour ça qu'une façon d'apaiser les tensions, éventuellement, c'est la liberté d'expression, parce que ça permet au moins de nommer le réel. Voilà. De dire, ok, si on veut régler les problèmes, il faut d'abord pouvoir en parler de façon la plus paisible possible, parce que interdire les gens de parler, ça crée une frustration qui peut se transformer en violence politique, ce qui n'est pas souhaitable pour beaucoup de gens. Bref. Ensuite, continuons. Le virtue signaling. Justement, ça vient encore des États-Unis. Non, ça vient pas des États-Unis, mais ce sont les Américains qui comprennent comment ça fonctionne, parce que ce sont eux qui sont le plus accros, justement, ça fait partie des addictions. Quelqu'un comme M. MacDonald a écrit un livre là-dessus, L'individualisme et la tradition libérale occidentale. Libéral au sens libertarien, pas au sens... Enfin, si, dans le vocabulaire français, libéral, ça veut dire libertarien, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est le virtue signaling? C'est simplement l'idée que les Européens anthropologiques, principalement du Nord-Ouest, les Nordiques en langage anthropologique, sont déterminés socio-biologiquement à vouloir afficher leur statut au sein des groupes sociaux de par l'expression d'un aspect moral, d'un aspect éthique. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'en ai conscience. C'est simplement pour assurer un statut, ça se base pas que sur des attaches ethniques, ce qu'on appelle le népotisme, c'est-à-dire les liens de sang direct avec la tribu, ou avec le clan, ou avec la famille directe, etc., ou la famille étendue. Ça va au-delà, c'est une transcendance, on va dire, vers plus d'universalité, qui consiste à afficher son statut social, non pas en fonction de ses liens de sang, mais en fonction de son honneur social, c'est-à-dire je signale ma vertu en disant moi je suis honnête, moi je suis antiraciste, ça c'est dans le contexte moderne, mais dans le contexte historique, européen du continent, c'était l'honnête homme, le gentilhomme, la chevalerie, c'était les virtus pietas fides chez les Romains, c'est-à-dire dans l'aristocratie romaine, le statut dépendait du signalement de vertu, entre aussi de la richesse, etc., mais c'était la vertu au sens civique, pas au sens moral. Ici, Nietzsche serait très critique de la décadence, parce qu'il dit que la vertu des Romains, c'était autre chose que la vertu des gens de gauche. Tous les gens de gauche ne sont pas coupables de quoi que ce soit, mais simplement que, juste, bon, il y a une différence. Mais est-ce que les gens savent encore ce que c'est quand on parle de la Rome antique? Bon, peu importe qu'ils sachent ou non, j'explique. Oui, le signalement de vertu, c'est que les Européens anthropologiques sont déterminés, c'est comme ça, si vous êtes blanc, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça que vous fonctionnez. Pour assurer votre statut en société, vous avez besoin le pan qui montre sa queue, si vous voulez, de faire le beau, de montrer sa crinière. Mais la façon dont les Européens le font, c'est en affichant leur vertu, leur moralité. Dans le langage économique, c'est la transparence, la traçabilité, les engagements écologiques, sociaux, etc. Ça fonctionne surtout. Oui, le greenwashing, ou l'idée que voilà, c'est principalement dans le monde occidental, où pour plaire à des populations occidentales, ce qui veut dire quantitativement principalement européennes, qu'il faut dire « Ah, nous sommes vertueux, moins de pollution sur nos emballages », parce que les Européens sont addicts
c'est documenté de façon très sérieuse, c'est que ça libère des processus chimiques au sein du cerveau qui produisent un sentiment de satisfaction. Et donc quand les Européens signalent leur vertu, qu'ils appliquent la vertu ou non, ça les fait se sentir mieux. Voilà, les Européens ethniques ont besoin, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc quiconque veut manipuler les Européens, il faut jouer là-dessus. Bon. Et les Européens sont tellement masochistes parfois que, bref. Voilà. Et à la droite, plutôt, c'est le processus de reconnaissance, au sens, non pas la gratitude, mais la reconnaissance. Mais les deux sont un peu liés. Mais simplement, ici, c'est plutôt du signalement de vertu, alors qu'ici, il faut reconnaître la vertu qui a été rendue effective. C'est plutôt... ça peut aussi être de la gratitude. C'est-à-dire que ici, c'est plutôt... ah, je suis antiraciste, etc. Alors que là, c'est vraiment... qu'est-ce que tu as fait voilà, on attend des preuves. En gros, c'est ça. C'est plutôt la reconnaissance de droite. Alors que ici, c'est juste les intentions. Il suffit, pour être promu socialement au sein d'une société occidentale moderne, il suffit de faire preuve de ses bonnes intentions. Ah, je suis antiraciste, ah oui, la faim dans le monde, c'est pas bien, la guerre, c'est mal, etc. etc. Vive la paix, vive l'écologie, tout va bien. Et c'est comme ça qu'on grimpe dans l'échelle sociale, voilà, sans jamais avoir à faire quoi que ce soit, parce que, de par la structure même du système, le système produit des conflits armés financés par l'argent du contribuable, surtout aux États-Unis, c'est ce qu'ils appellent le warfare state, c'est-à-dire que l'État-providence, l'autre facette, c'est l'état de guerre permanent des nations occidentales comme la France, dans les guerres en Afrique, c'est financé par les impôts des Français. Voilà, pour aller, bon, bref, c'est comme ça que c'est. Aux États-Unis, pareil, toutes les guerres sont financées par l'impôt des Américains. Et indirectement par les richesses globales, par les manipulations de la Fed, bon ça c'est un peu plus compliqué. Bref, ensuite, à gauche on a ce qu'on appelle les identity politics, c'est justement en France c'est un peu moins clair, parce que la France est toujours vraiment uniquement sur le logiciel marxiste de gauche, mais aux États-Unis, c'est la gauche qui met sur le tapis des questions d'opposition en termes d'identité ethnique. Donc c'est la gauche qui ramène ce qu'on appellerait le racisme, en fait non, c'est les identités ethniques, alors que, généralement on associe à la droite, mais ce sont dans les campus américains qu'on a l'affirmation de la fierté des hispaniques, des afro-américains, des indiens natifs, les amérindiens, de toutes les minorités, sauf la majorité, qui devient minoritaire par rapport à la coalition de toutes les minorités, justement, et qui est déjà minoritaire au niveau global. Donc en fait, les politiques identitaires sont tolérées pour tous les groupes ethniques, sauf les populations natives principales des pays occidentaux. Voilà, ce qui crée des frustrations, des conflits, ce qui permet d'expliquer la vie intellectuelle et politique, le populisme, etc. Ça permet de recontextualiser. Et à droite, plutôt, la contrepartie, ce serait famille, patrie, civilisation. En langage français, ce serait travail, famille, patrie, ce qui rappelle des heures sombres. Alors que les heures où les gens n'ont pas de travail, où les familles sont brisées, où personne ne se soucie de quoi que ce soit, c'est très lumineux, n'est-ce pas? C'est une blague, rassurez-vous. Je n'ai pas l'intention de faire travailler qui que ce soit, on va pas rétablir, non, tout va bien, continuons, le bateau coule, tout va bien, c'est Michel Onfray qui dit ça, buvons du champagne. Oui, non mais sérieusement. Oui, donc en fait c'est ça, c'est le slogan famille, patrie, civilisation, mais en gros c'est ça que défend la droite, ce que défendent les conservateurs vaguement sérieux, c'est-à-dire pas les conservateurs français, mais les conservateurs américains, oui, sauf que oui, ils sont un peu plus sérieux, mais en gros c'est ça, c'est des valeurs plutôt de droite, bon, bref. Ensuite, en termes... Donc ça c'était l'anthropologie, ça c'est le processus de rapport des consciences en termes de recherche de reconnaissance, ça c'est la psychologie, donc ça c'est la théorie du langage. À gauche on a plutôt ce qu'on appelle la novlangue, le newspeak en anglais, c'est en gros la manipulation inconsciente ou consciente du langage, et donc en anglais, en américain c'est people of color pour désigner les minorités, justement les minorités c'est un terme passe-partout. Mais en français ce serait les chances pour la France, parfois, souvent ce sont des chances au niveau culturel et économique, mais souvent aussi ce ne le sont pas d'un point de vue culturel et économique. Il faut être lucide dans le jugement, c'est-à-dire qu'un pays, parlons des politiques migratoires, qui accueille de façon indiscriminée quiconque vient sur son territoire, ça s'appelle
un suicide civilisationnel, tout simplement, et en ce sens, des gens comme Zemmour sont juste à peu près lucides. Sans aller encore plus dans les extrêmes, mais c'est simplement quelqu'un qui explique de façon lucide, voilà. Mais ça, justement, on n'a plus le droit moral, et parfois même le droit légal, de simplement nommer les faits et d'être un peu lucide, ce qui crée des frustrations et des tensions et des oppositions au sein des sociétés. Bon, bref, la novlangue, ce serait justement les chances pour la France, les jeunes de banlieue, pour parler des populations criminelles, tout simplement. Je ne dis pas que les jeunes de banlieue sont tous criminels, je dis que quand les médias, lorsqu'il s'agit de parler de criminalité, de trafic de drogue, de prostitution, de déviance comportementale en tout genre, l'étiquette, on dit juste des jeunes de banlieue sans parler de... Alors la gauche s'en plaint, mais la droite aussi, mais c'est juste qu'en fait on applique une catégorie très vague, très indéterminée, on ne parle pas de la réalité, c'est-à-dire que c'est pas sérieux au sens philosophique tout simplement. Bref, mais ensuite il y a les populations racisées, voilà, ça fait partie de la novlangue de gauche, bon bref. Et à droite on a plutôt le trash talking, et en langage français, ce serait quelqu'un comme Monsieur Delesquin, avec ses punchlines. Voilà, Monsieur Delesquin, c'est un homme de droite parce qu'il fait du trash talking, alors qu'à gauche, on fait de la novlangue. Voilà, en anglais, c'est newspeak et trash talking. Voilà. Alors qu'est-ce que serait... Monsieur Delesquin se plaindrait de dire ah non, c'est pas bien d'utiliser trash talking. Mettez un euro symbolique dans la tirelire. Quel est le terme vocabulaire péjoratif. Bon, c'est pas très élégant. Ouais. Manque de considération verbale, peut-être. Bref. Ensuite, en termes d'intelligence, on a à gauche plutôt, chez les démocrates, etc., la théorie de l'intelligence multiple. Ah, les individus ont une intelligence musicale, une intelligence kinesthétique, une intelligence du mouvement du corps, une intelligence sociale, une intelligence émotionnelle, etc. Alors qu'à droite, c'est plutôt l'intelligence quantitative, qui produit du profit économique. C'est ça qui les intéresse. Chez la droite un peu libérale, voilà, la droite libérale au sens économique. Donc voilà, c'est les oppositions. Donc c'est structuré de façon encyclopédique, on va dire. La question de l'intelligence, à gauche on dit oui, il y a plusieurs types d'intelligence, etc. À droite c'est vraiment, on veut que ce soit mesuré et on veut faire des liens avec des réalisations civilisationnelles et des réalisations économiques, politiques, etc. etc. En termes d'éducation, c'est plutôt l'éducation inclusive du côté de la gauche, c'est-à-dire tout le monde doit être éduqué de la même façon, l'enfant est au centre de l'éducation, il faut laisser s'exprimer la spontanéité, etc. Alors qu'à droite, c'est plutôt, on met des standards, des exigences, il y a des références à imiter, on essaye de dire, on essaye d'imiter, on essaye d'y faire référence justement aux références culturelles, historiques, etc. C'est que les standards, les pays occidentaux ont des standards en termes d'accomplissement civilisationnel, culturel, etc. qu'ils ont tendance à oublier. Bref. Ensuite, en termes, ici c'est une transition plutôt politique, on a la volonté de contrôler les discours, les mentalités, l'idéologie, ce serait plutôt à gauche, et la libre expression, ce serait plutôt à droite, dans le contexte moderne. Parfois ça peut être le contraire, on peut avoir la gauche qui réclame la liberté d'expression et la droite qui veut contrôler dans les sociétés fascistes, etc. etc. Ensuite, au niveau politique, on a le collectivisme, il est plutôt de gauche, l'individualisme plutôt de droite. Mais historiquement, ça peut être le contraire, c'est pour ça c'est le yin et le yang, on peut même le retourner, c'est qu'il y a un collectivisme de gauche, le socialisme, le communisme, un individualisme de gauche, le libéralisme, historiquement c'est une idéologie de gauche, par opposition à l'aristocratie de droite, enfin la réaction religieuse de droite dans le contexte de la France du XVIIIe, mais il y a aussi un individualisme de droite, le libertarianisme, mais aussi un collectivisme de droite, le fascisme. En gros, je simplifie. Ou même les sociétés organiques du Moyen-Âge, alors elles n'étaient pas vraiment de droite, mais c'était des sociétés organiques, c'était une sorte de collectivisme religieux, mystico-paysan, si vous voulez. Mais bon, bref, voilà, donc il y a les deux tendances. Donc ce serait le yin et le yang, si vous voulez. En fait, ça marche pour tout. Il y a des antiracistes de droite et des racistes de gauche. C'est pour ça que le symbole aide à illustrer. Ensuite, en termes d'éthique,
on a des valeurs de tolérance plutôt à gauche, mais quitte à tolérer des choses intolérables, et des valeurs d'ordre plutôt à droite. Voilà, c'est le parti de l'ordre et le parti du progrès, comme dirait Monsieur de Gaulle. Le progrès serait à gauche et l'ordre à droite. Voilà. Mais le progrès peut amener à la régression. Les progressives en américain, ça veut dire en gros les gens qui sont pour le déclin. C'est l'inversion du langage, mais c'est pas une manipulation, c'est juste que les progressistes sont ceux qui font décliner la société, la civilisation, les standards à tous les niveaux, parce qu'ils tolèrent à peu près tout et n'importe quoi, bref. Voilà. Ensuite, on a le marxisme culturel face au traditionnalisme, c'est dans la continuité si on veut, c'est l'ordre au sens éthico-politique, et le marxisme culturel c'est la tolérance, pareil. Donc ce qui se passe au niveau occidental, c'est une révolte. Donc ça, l'idéologie dominante depuis 60 ans, 50 ans, depuis les années 68, mai 68 en gros, l'idéologie dominante, progressivement, c'est celle qui se trouve là. Et ce qui se passe avec le populisme depuis une dizaine d'années, disons, et encore, je suis large, c'est une droitisation, ce qu'on appelle la droitisation des sociétés européennes, c'est simplement un retour à une sorte d'équilibre après des décennies de mouvements sinistrogires, ça veut dire qui tournent vers la gauche. C'est ce que M. Michéa emploie dans ses ouvrages. Mais il ne parle pas de toutes les déterminations, mais c'est quand même... bref. Ensuite, l'idéologie woke, c'est les jeunes bobos stupides ou les jeunes adolescents stupides qui sont manipulés par le système médiatique, le système éducatif, le système universitaire, la morale, etc. etc. Ça consiste, c'est de l'autosabordement, l'autosabotage de ce qui reste des civilisations européennes par la jeunesse européenne. C'est-à-dire que les immigrés ne sont pas woke. C'est uniquement les blancs, ça fait partie du virtue signaling, et c'est pour ça qu'il faut comprendre les déterminismes. C'est uniquement des blancs, ou ultra majoritairement des blancs, qui sont woke. Et le red pill, c'est la pilule rouge, ça consiste à effeuiller, à enlever les couches de l'oignon, ça fait parfois pleurer, pour se réveiller ce qu'on peut qualifier ça de délire, si on veut, se réveiller et remettre un peu d'ordre et retrouver ses racines, retrouver ses références culturelles, civilisationnelles, ses attaches ethniques, etc. C'est ça le processus qui a lieu par l'intermédiaire des réseaux sociaux et des médias, etc., qui consiste à se réveiller, en quelque sorte, à remettre de l'ordre. Bref. Voilà. Ensuite, sur la question de l'éthique, on a la promiscuité, c'est plutôt à gauche, et le mariage, plutôt à droite. Voilà, les sociétés modernes se caractérisent par le déclin. Ne traduisons pas ce terme, pour ne pas choquer les gens vertueux, bref. Mais en gros, ce que reprochent les gens de droite, et ce que reprochent les immigrés traditionnalistes, et ce que reprochent les Russes au monde occidental, c'est la dégénérescence civilisationnelle, en gros. Et à droite, on voit plutôt la vertu, un retour aux valeurs traditionnelles, aux valeurs antiques, un retour du religieux, le catholicisme en France, le protestantisme parfois aux États-Unis, le paganisme, surtout, dans le monde occidental, retour des Européens à leur religion traditionnelle. Ensuite, dans le domaine économique, on a le socialisme, plutôt à gauche, ça inclut le keynésianisme et toutes les politiques interventionnistes, et l'économie de libre marché plutôt à droite, mais on a du socialisme de droite et du libéralisme de gauche. Mais en gros, c'est ça, c'est pour ça que c'est le yin et le yang, mais généralement, les socialistes sont à gauche et les libéraux économiques sont à droite. Marxistes et libertariens, c'est juste un peu plus structuré, un peu plus rigoureux d'un point de vue économique. D'un point de vue sociologique, la gauche, dans le monde occidental, c'est les élites, ce qu'on appelle les bobos en France, et ce que les Américains appellent underclass, ce que en langage marxiste on appellerait le lumpenprolétariat, c'est les défavorisés, mais en fait qui sont en partie les individus désocialisés ou qui ont des problèmes sociaux, mais qui sont créés par le système, si on veut. Donc en gros c'est l'alliance des élites, donc de l'élite du haut et de l'anti-élite du bas, et le milieu, la classe moyenne et la classe ouvrière, ça se trouve plutôt à droite. C'est ce qu'on appelle le populisme. Le populisme, c'est simplement le bas de la classe moyenne et la classe travailleuse
d'origine européenne principalement, qui défend ses intérêts face aux élites, au lumpenprolétariat et à une partie de la classe moyenne encore privilégiée par la situation économique, c'est-à-dire les bobos. Je simplifie, mais en gros c'est ça, les déterminations sociologiques, c'est les élites contre le peuple. Et toutes ces valeurs sont les valeurs des élites, pas les valeurs du peuple. Voilà. Et les élites, on utilise diverses façons pour maintenir ce système, bref. Ensuite, les médias sont tous de gauche dans le monde occidental, et les médias, les médias alternatifs sont quasiment tous de droite. Donc c'est un changement technologique, ce serait une analyse marxiste, un changement technologique, c'est qu'on passe de la télévision, la radio, la presse imprimée à Internet, et tout à coup il y a une radicalisation vers la droite, mais c'est simplement un retour à une sorte d'ordre à peu près sensé, après un déclin presque continuel depuis longtemps. L'État-providence, l'État guerrier, c'est le welfare warfare state, c'est-à-dire c'est voilà, il faut bon, j'ai sûrement, ça fait partie du processus, c'est pas grave. Mes explications sont suffisamment claires, espérons-le. L'État-providence, l'État guerrier, c'est que l'État qui finance les chômeurs, les femmes au foyer, par le fait d'avoir brisé la cellule familiale, qui finance les addictions en tout genre, qui finance les boulots inutiles, c'est le même État qui finance les guerres en Irak, en Afghanistan, en Syrie, etc. En Libye, dans les pays africains, etc. C'est-à-dire que c'est le même contribuable qui se fait ponctionner son argent pour financer des meurtres de masse. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quelqu'un comme Ron Paul en parle régulièrement dans ses talk shows. Voilà. Les Américains, au moins, sont lucides. Voilà. Mais les Français veulent toujours plus d'État-providence. Et ensuite, justement, parce qu'il y a les deux aspects, ça permet de jeter la mauvaise conscience sur les élites, tout en profitant des bons aspects du point de vue de ceux qui en profitent. Voilà, c'est une sorte de manipulation psychologique, c'est assez subtil. Ensuite, on a une critique du système bancaire. Donc, face à l'État-providence, l'État guerrier, on a la critique du système bancaire, parce que les gens intelligents, qui sont généralement de droite, mais il y a aussi une critique de gauche, ils se rendent compte que pour financer ça, il faut le système bancaire, le système monétaire, etc. Donc là, c'est les critiques de la Fed, de la Banque Centrale Européenne, etc. Donc là, on commence le conspirationnisme, la conspiration des banquiers. Bref. L'écologie est plutôt de gauche et la technologie de droite, mais ça peut aussi se retourner, c'est-à-dire qu'il y a des écologistes sérieux qui sont plutôt, quand ils sont sérieux, généralement ils sont plutôt à droite. Même s'ils se qualifient de gauche, en fait leur idéologie elle est de droite. Là, les catégories, ce serait l'ordre naturel, si vous voulez. La nature, qu'est-ce que c'est? C'est une question philosophique, mais je simplifie, je ne vais pas trop dans la complexité. Et la technologie, c'est plutôt de droite, mais en fait on a ça aussi à gauche. Bill Gates, Steve Jobs, ce sont des figures de gauche. Mais le principe même qui amène le développement technologique, c'est un principe capitaliste, un principe entrepreneurial, un principe américain. Bref, les gens qui se plaignent des Américains sur Internet, dans une perspective historique, ils doivent l'existence d'Internet aux Américains. Rappel. Bref. Vu que c'est l'esprit qui se rend manifeste sur Internet, l'esprit, qui est en fait l'esprit de Dieu, doit son existence aux Américains aussi. Voilà. Donc tous les gens qui se plaisent à louer Dieu d'une façon ou d'une autre, qu'ils n'oublient pas ce qu'ils doivent aux Américains. Je tâcherai, c'est ce que j'essaie de faire avec cette vidéo, avec d'autres vidéos, et ce que je continuerai à faire avec mon combat pour la liberté d'expression. Le globalisme, le mondialisme, face à la résurgence du nationalisme, c'est juste un retour, une réaction contre le globalisme. En fait, c'est ça c'est un peu plus dialectique si on veut, c'est que la résurgence du nationalisme, c'est juste une réponse au globalisme. Donc les gens trouvent une certaine satisfaction à reconstruire leur civilisation, leur culture, leurs racines, leur héritage, en luttant contre les globalistes. Et donc c'est comme ça que beaucoup de gens, dans les jeunes générations, trouvent un sens à leur existence, à vouloir défendre et à retrouver, à recouvrer, à redécouvrir leur héritage intellectuel, spirituel, etc. Ensuite, l'état profond et les théories conspirationnistes. Voilà.
Donc là, ce sont les cercles, les banquiers, le conspirationnisme, etc., face à l'État profond. Et enfin, l'Occident contre l'Orient, l'Est contre l'Ouest, c'est les tensions géopolitiques. Donc là, on aurait l'Occident, et là, la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, quelques pays musulmans, des pays africains, etc. Mais le problème, c'est que l'Occident, comme je viens de le montrer depuis plusieurs dizaines de minutes, est en lutte, est en guerre contre lui-même, en quelque sorte. C'est pour ça que il y a un malentendu au niveau géopolitique, c'est que les gens disent ah la Russie ils nous en veulent, les Chinois ils nous en veulent, etc. Mais quand on regarde la structure juste formelle des sociétés occidentales, ou l'état des sociétés occidentales, on se rend compte que les Occidentaux n'ont besoin ni des Russes, ni des Chinois, ni de qui que ce soit pour se saborder eux-mêmes, puisque toute la politique économique, sociale, intellectuelle, culturelle depuis 70 ans consiste à saboter les sociétés occidentales. Donc c'est ça en fait le problème géopolitique que très peu de gens comprennent, c'est que les tensions, les gens qui en veulent aux États-Unis, mais en fait ce sont les États-Unis qui sont en lutte ou en guerre contre eux-mêmes. Il y a des ouvrages par des auteurs libertariens qui ont été publiés. Je vais sortir ma bibliothèque, les ouvrages américains. Ça fait partie des meilleurs. Oui, qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça que très peu de gens comprennent en fait. C'est que le monde occidental est en conflit interne, si vous voulez. Voilà, Battlefield America de M. John Whitehead. Avec une préface de Ron Paul, la guerre contre le peuple américain. C'est pour ça que le gouvernement américain, mais en fait le gouvernement de tous les pays occidentaux sont en lutte contre leur propre population. Et ils mènent la lutte par divers moyens de manipulation idéologique, etc. etc. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Bref. Je pourrais continuer, c'est juste la présentation formelle. Et je pense, alors c'est pas très rigoureux, c'est pas très sérieux, mais c'est plus sérieux que ce que beaucoup de gens produisent. Excusez-moi, j'ai décidé d'assumer certains côtés positifs. Assumer les côtés négatifs, c'est parfois plus difficile, mais assumer les côtés positifs aussi, c'est que je suis capable de produire des analyses plus ou moins sérieuses qui permettront d'éclairer ou pas. Donc ça c'est la vie américaine, mais en fait c'est la vie de tous les pays occidentaux avec les particularités, etc. Mais ça permet de chacun, s'il vit dans un pays occidental, peut se retrouver dans ces catégories. Et c'est très basique, mais c'est structuré selon un fil rationnel. C'est l'anthropologie, la phénoménologie, c'est-à-dire la théorie de la conscience et des rapports réciproques. Ça c'est la psychologie. Donc c'est ce qu'on appelle l'esprit subjectif. Là c'est l'esprit objectif. On a le droit, la moralité, et ça ce serait la coutume, si vous voulez. Et ensuite il y a l'esprit absolu, c'est l'art, la religion et la philosophie. L'art se manifeste par principalement la musique, le cinéma, les ouvrages dans le contexte moderne. La religion, il y a une résurgence de la religion européenne, le paganisme, par les gens qui passent à travers ce processus plutôt du côté de droite, même du côté droit. Une résurgence de l'esprit du christianisme par la résurgence de l'esprit catholique, l'esprit protestant, mais c'est surtout les païens européens qui comprennent les problèmes auxquels sont confrontés leur pays, leur civilisation, leur peuple, qu'il y a un réveil de l'esprit païen. Et la philosophie, je produis du contenu philosophique, c'est la pensée de la totalité, et j'essaye de présenter de façon structurée la totalité, au moins de façon formelle pour que les gens puissent se situer. Donc les opposés se déterminent réciproquement, et depuis des décennies, il y a une tendance vers la gauche, vers l'extrême gauche, et donc ce qui se passe, c'est simplement un retour à l'équilibre, ce qui consiste à se droitiser. C'est pas les gens disent ah, droitisons-nous, c'est simplement un rééquilibrage de la balance cosmique, si on veut, qui prend diverses formes, et c'est principalement aux États-Unis, grâce à la liberté d'expression, que les gens peuvent retrouver une sorte d'équilibre en se droitisant, mais c'est pas soyons de droite parce que nous sommes méchants, non, non, c'est juste, il faut revenir à l'équilibre. Voilà. Bref. Et ça, c'est le mouvement, en gros, de façon très simplifiée, qui a lieu au sein de quasiment toutes les sociétés occidentales.
Voilà. Et ce que je compte faire, tant que je pourrais m'exprimer publiquement de façon privée, tant que je pourrais parler, penser, je défendrai la liberté d'expression qui me permet d'exprimer cette vision du monde qui en fait est très simplifiée, mais qui permet simplement de se situer. Voilà, c'est une carte, si vous voulez, avec quelques commentaires peut-être intéressants ou pas, qui éclaireront certains ou pas. Bref, voilà. Et donc, maintenant, je vais juste présenter ce que j'ai déjà fait, mais ce que j'appelle le système. De façon un peu plus rigoureuse, tout en étant relativement simplifiée. Donc ça, ce sont les déterminations. Est-ce qu'on voit? Faisons un peu de psychologie. Pendant l'intermède, le temps que j'ai compris récemment, je parle de moi un petit peu. Je souffrais de beaucoup de problèmes qui sont reflétés dans toutes les tensions, etc. Mais je souffre d'un manque de reconnaissance parce que je ne vais pas jouer la victime, mais simplement j'explique ma propre psychologie, c'est les déterminismes spinoziens. Personne ne m'a jamais dit que j'avais quoi que ce soit d'intéressant à dire lorsque je parlais de sujets que moi je considère intéressants. C'est l'une des souffrances psychologiques, il y en a beaucoup d'autres, mais l'une des souffrances psychologiques dont je souffre justement, c'est que j'ai jamais eu l'occasion de... Ou alors j'ai reçu 2 ou 3 commentaires, en plus des centaines de vidéos, 2 ou 3 commentaires de gens qui m'ont dit « Ah, ce que tu dis est intéressant », mais en fait personne n'a jamais manifesté le moindre intérêt à parler de sujets intéressants au niveau politique, etc. Parce que, pour diverses raisons, c'est simplement l'une des raisons, c'est qu'en France, on ne peut pas parler de sujets intéressants. Potentiellement, la population est intelligente, parce qu'il y a un quotient intellectuel aux alentours de 98, à peu près, près de 100, mais à peu près 98 pour la population française anthropologique, si on veut. Donc c'est pas un manque d'intelligence, c'est simplement un manque de culture. Monsieur Nemo en parle dans un de ses livres, allons chercher mais bon, à ce stade, non, mais prenons quand même. Monsieur Nemo, c'est un Américain perdu en France, comme quelques autres. Les libertariens intelligents sont des Américains perdus dans un océan socialiste. Alors ils tentent de nager comme ils peuvent pour pas se noyer. Les pauvres, écoutez, on fait ce qu'on peut. Voilà. La régression intellectuelle de la France, de Monsieur Nemo. J'aurais dû commencer par ça, peut-être. Oui, qu'est-ce que je veux dire? Oui, que... En fait, en France, avec des Français... C'est pas le manque d'intelligence des Français, c'est simplement le manque d'éducation. Il est impossible d'avoir une conversation intéressante à propos de ces sujets, qui sont en fait des sujets politiques, anthropologiques, psychologiques, spirituels, religieux, parce que le peuple français a été, il y a des raisons que je comprends, mais a été abruti, comme beaucoup d'autres pays occidentaux, et c'est le salut vient des États-Unis, en ce sens, voilà, et donc... Voilà ce que j'avais à dire. Et donc oui, maintenant je vais vous présenter brièvement juste la structure formelle de la totalité encyclopédique. Si des gens s'intéressent à ça, au savoir de façon plus ou moins structurée. Donc, je ne vais pas commenter, mais c'est simplement les déterminations scientifiques. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est juste pour replacer dans le contexte. Ça, c'est les déterminations de la nature. Il faut reclasser les sciences de façon plus ou moins contextualisée pour comprendre qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que le monde naturel, etc. dont procède le monde social par la médiation du monde anthropologique. Ce qu'on oublie en France ou ce qu'on ne sait pas. Bref, donc ça, c'est la nature, c'est le formalisme du système, ce que j'appelle mon système.
Évidemment, c'est pas vraiment du travail, mais c'est vraiment juste pour catégoriser, pour classifier, pour ordonner de quoi on parle. Et justement, là, je vais pas commenter parce que c'est pas le but, mais c'est simplement pour présenter l'ensemble de façon systématique. Bref. Ensuite, ça, c'est les déterminations de l'esprit subjectif, c'est-à-dire l'âme ou l'anthropologie. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas refaire le lien, mais simplement je montre les diverses déterminations. Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'anthropologie? Comment penser l'anthropologie? Il faut passer par toutes ces médiations. Et dans un pays comme la France, on ne parle pas de sociobiologie, on ne parle pas de démographie, on ne parle pas de réalisme racial, on ne parle pas d'ethnographie. La psychologie, on ne parle pas des avancées scientifiques. Les différences entre les sexes, un petit peu plus par certains ouvrages traduits, mais on en parle très peu. La psychologie évolutionnaire, on n'en parle pas. Et le quotient intellectuel, on n'en parle pas non plus. Donc forcément, c'est très difficile, intellectuellement, pour quelqu'un qui ne vit que dans le carcan de la pensée française moderne, ou justement pas moderne, parce que la pensée française moderne, à travers des individus des jeunes générations, les monsieur Rochedy, monsieur Oberton et d'autres, se réveille un petit peu en s'inspirant des travaux des Américains, il faut l'admettre. Mais sinon, il y a une sorte de chape de plomb intellectuelle. Les Français vivent dans un coma intellectuel depuis les lois des années 70. Voilà, donc j'explique juste. Si quelqu'un prend le temps de regarder toute cette vidéo, de se dire ah oui, bah tiens, la France, si quelqu'un s'intéresse à la France, mais dans la perspective du partage de l'information, la France en tant qu'entité sera abolie en ce sens que les États-nations, ça deviendra obsolète à un certain moment, pour la simple raison que l'information est rendue accessible en temps réel. Donc quiconque a un intérêt quelconque à améliorer quoi que ce soit, je tente de partager le savoir absolu, de façon très simple. C'est un peu plus complexe, voilà, mais voilà, donc quiconque s'intéresse à améliorer quoi que ce soit, à résoudre quelques problèmes que ce soit, à quelque niveau que ce soit, il peut juste s'inspirer de la méthode, et tant que les autres ne le feront pas, je le ferai moi-même, je continuerai à parler aussi longtemps que je le voudrais, que je le pourrais, que j'en aurais le besoin, voilà. Ah ben voilà, l'image a disparu. Bon écoutez, je voulais présenter l'esprit objectif, je vais présenter ça dans un autre document. Ça fait 1h37. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je compte faire une autre vidéo, peut-être dans la nuit ou demain matin. Mais pour l'instant, je vais boire un verre d'eau, uploader la vidéo et on verra pour la suite. Voilà.